Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On dirait que je me prenais Bonjour tout le monde. Non, j'ai pas été 98,1%. j'ai pas été capable d'écouter plus que le premier épisode du podcast du premier ministre, là. Je veux pas être plate, là. Mais c'est trop m'en demander. Même en étant payé pour essayer de trouver des trucs de ça, ça m'en demande trop. Moi, je peux pas écouter une entrevue d'1 heure avec Louise Baudouin. Non, c'est ça. Fait que j'allais dire en commençant que, comme vous le voyez, Yann n'est pas là. Il y avait un rendez-vous ce matin. J'ai C'est pour ça que aucune ça va idée être mieux où. aujourd'hui. C'est ça. Fait que pour une fois, on va parler des sujets qu'on est censé parler. Mais maintenant, dans les derniers podcasts, on a quand même été pas si pire disciplinés. Faut le dire. On va parler aujourd'hui entre autres, d'un truc de Jean-Marc Léger. Dans un deuxième temps. Mais fait que restez là, ça risque d'être assez savoureux. Mais dans un premier temps, je voulais revenir sur un truc, sur une mini controverse, mais en même temps, ça va nous permettre de faire connaître aux auditeurs peut-être un personnage qu'ils ne connaissent pas. C'est que euh, Bob Lucas est décédé cette semaine. Lui, c'est un prix Nobel d'économie. Il est mort à l'âge de 85 ans, quand même un âge assez vénérable. Donc, Robert Lucas Jr. de son vrai nom. Vous comprenez que, comme tout le monde, Bob, en tout cas, presque tout le monde, c'est un surnom. Et là, le New York Times lui a fait un article. Un torchon. Ouais, c'est sûr que d'aucuns qualifierait d'un torchon. Et là, bref, en gros, c'est presque. En gros, il est présenté comme une espèce de tout croche qui a essayé de contredire John Maynard Keynes. Et là, on dit c'est un économiste conservateur. Et là, bref, là, un article de Sam Robert. Et là, bref, il y a il y a des gens qui ont commenté ça, dont un certain Stephen Williamson, qui dit What an horrible obituary for Bob Lucas in the New York Times. A contrarian Nobel laureate in economics who undergird conservative argument that government intervention in fiscal policy is often self-defeating. Et là, toi, tu as repris ce truc-là en disant Bob Lucas, c'était pas vraiment un conservateur, puis même si c'en était un, c'est pas supposé d'être important. Le New York Times est aussi inutile que Fox News. J'ai dit un torchon. C'est Un, un to- un- rag. Un un rag, rag, c'est un torchon. un torchon. Ouais. Ben, en fait, Bob Lucas, ce qui l'a rendu célèbre, c'est que là, on revenait en arrière, 1950. On a la prémisse que le gouvernement peut faire ce qu'on appelle du fine-tuning. Il peut comme jouer avec des manettes de l'économie et réussir à créer un cycle d'affaires, donc un business cycle qui est beaucoup plus smooth. Donc, tu as moins de récession, tu as moins. Qu'on peut faire le management de l'économie. Et l'idée que les gens faisaient, c'était que on a juste à utiliser soit la politique monétaire ou la politique fiscale. Puis ce que Lucas arrive puis il dit, c'est non, tu peux pas parce qu'il faut que tu tiennes compte du fait que si tu te mets à annoncer des nouvelles règles, que tu vas changer constamment les règles, un des effets qu'il va avoir, c'est que les gens vont reparamétriser leurs décisions. Un truc que tu dis souvent ici. Là. Exactement. Alors, je savais pas que la paternité de ça, lui, était. Mais lui, il l'a fait pour les politiques monétaires. Lui, ce qu'il Ok. disait, c'était que si tu dis, il faut vraiment qu'il y ait un effet de surprise complet. Mais si tu annonces que tu vas faire il ne va rien se passer. Les gens vont juste s'ajuster, vont juste prendre compte de ce qui s'en vient. Donc, un des exemples qui est connu, c'est est-ce que, à l'exception de quelques situations extrêmes, si tu augmentes la masse de monnaie puis tu annonces que tu vas le faire, est-ce que ça va vraiment augmenter la croissance économique? La réponse, c'est tu pourrais dire oui, à court terme, blablabla, mais dès que tu te mets à considérer que les gens peuvent tenir en compte que ça s'en vient, tout ce qui va se passer, c'est que tout ce qui va changer, c'est le niveau des prix. Fait que Lucas avait vraiment fait l'idée que les gens
s'ajuste en fonction de ce que le gouvernement annonce. Ouais. Donc, puis ça revient vraiment à une ligne assez Il sera simple. paramètre, là, si on peut dire. Là. Ben, c'est Il- you can fool people sometimes. You can fool some people some of the time, but you can't fool all the people all the time. Ouais, c'est ça. Puis cette phrase-là est vraiment incroyable pour résumer ce que Lucas essayait de dire. Puis il a gagné le Nobel, pas juste pour ça, mais en grande partie pour ça, mais il a fait d'autres trucs comme, par exemple, il posait la question, pourquoi est-ce que, parce qu'on a un modèle en économie qui dit que le capital devrait aller des pays pauvres, des pays riches vers les pays pauvres. Mhm. La raison, c'est que les pays riches sont super développés, ils sont déjà hyper productifs, ils sont déjà proches d'une frontière d'efficacité, mais dans des pays plus pauvres, la productivité par travailleur est plus basse. Si tu déplaces une unité de capital, Ouais. une machine, dans un pays pauvre, celui qui détient la machine, qui la rend disponible aux travailleurs dans un pays moins productif, ben, il va avoir des rendements plus importants. Fait que tu devrais voir le capital aller dans une certaine direction jusqu'à ce que les revenus s'égalisent entre pays. Une des choses que Lucas y pointe, c'est que ben, pendant longtemps, la direction était inverse. Tu voyais beaucoup plus de capital qui allait vers des pays riches. Et l'idée que lui, il a mis de l'avant, excuse-moi d'avoir frappé le micro par accident, c'est que une des raisons que ça ne se produit pas, c'est que tu ne peux pas faire des institutions par imposition. Il faut vraiment que tu ailles des politiques publiques qui encouragent l'investissement, qui encouragent le développement. Et ça ne se fait pas par juste envoyer des capitaux dans d'autres pays par soit de l'aide étrangère ou simplement de juste penser que tout ce qu'il faut, c'est qu'on leur donne plus de capital. Non, 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 c'est vraiment juste une question qu'il faut que tu aies des bonnes institutions qui font en sorte que le capital est bien et peut être faire fructifier dans l'endroit qu'il est. Et ça s'appelait le Lucas Paradox. Et ça a été, pour te dire à quel point c'est important, cet article-là du Lucas Paradox, il était de 6 pages. Mhm. Il était vraiment, c'est pas une joke, c'était un article de 6 pages. Puis il était tellement important comme article. Tu sais, je veux dire, pour te donner une idée, il n'y a personne qui est capable d'écrire aujourd'hui un article de 6 pages, puis que c'est tellement révolutionnaire que tu as comme changé l'état Ouais, est-ce que c'est de la ouais, profession. c'est un shift de paradigme, si on peut dire. Là. Oh oui, Robert Lucas a fait des innovations incroyables en C'est économie. drôle, Puis, pareil, la couverture. Parce que je suis allé voir pour le fun pendant que tu parlais, la couverture des médiatiques. Là. Puis, tu sais, on a le New York Times qui nous dit que, bon, c'est un économiste conservateur, tout ça. Mais tous les autres journaux, c'est que positif. Tu sais, tu regardes la qualité. Là. Tu regardes là, le Wall Street Journal, là, je vous l'ai traduit maison, là, mais ils disent Robert Lucas, quelqu'un qui a apporté de la rationalité dans la macroéconomie. The Economist cite Robert Lucas, un géant de la macroéconomie. EconLib, Robert Lucas, rest in peace. L'Université de Chicago News, Robert Lucas, prix Nobel et pionnier de l'économie. Donc, si tu vois un peu comment c'est. Tout le monde a fait une couverture neutre de ça en disant, bon, c'est un géant de la profession qui s'est éteint, etc. Et le New York Times, je ne sais pas si c'est une déformation parce que c'est ce qu'ils font avec tous les autres fucking sujets. Ils ont trouvé le moyen d'essayer de glisser de la politique là-dedans. Alors que, ouais. sérieusement, je check. Moi, c'est un personnage que je connais vaguement, mais je ne suis pas familier là, du tout là, avec ses écrits et tout ça. Là. Je le dis en toute honnêteté. Là. Mais de ce que j'en sais, c'est pas quelqu'un là, qui parlait beaucoup de politique, Robert Lucas. Là. Non, ben en fait, écoute, il y a deux histoires que je peux te conter pour te montrer à quel point. Il s'est intéressé à la macro à cause que, fait, tu sais, il y a une sympathie, je pense. Je pense qu'il était curieux des idées que des gens conservateurs ont dit, notamment parce que sur un de ses premiers articles, qui est maintenant connu, j'oublie le nom initial que ça a, je pense que c'est On the Neutrality of Money. Le titre est vraiment plate, Ouais. mais c'est connu maintenant comme. Il y a tellement de trucs qu'on connaît, le Lucas quelque chose. Puis il y en avait un, c'était le Lucas Islands Model. Puis lui, ce qu'il avait dit, c'est comment est-ce que Hayek pourrait avoir raison sur l'effet, pourquoi est-ce que les gens, parce que s'il y a un modèle d'attente rationnelle, quand la Banque centrale intègre de l'argent, ça devrait avoir
aucun effet sur l'activité économique. Ouais. Tu ne devrais pas avoir un site d'affaires parce que les gens vont dire ben là, il y a juste un hélicoptère qui est arrivé puis qui a déposé de l'argent, qui a doublé tout le monde. Et que dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que tout le monde va juste doubler les prix. Les gens ne seront pas You can't fool all the people all the time. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a Exact. une manière de modéliser que ça soit possible. C'est ce qu'il appelle les îles. T'étais pas loin, c'est vraiment ça. C'est C'est ça. Expectation in the Neutrality of Money, Journal of Economic Theory, en OK. 72. Ça ressemble pas mal à ça. En fait, c'est des articles maintenant qu'on ne lit plus l'original. Il est tellement enseigné dans les manuels. Je veux dire, regarde, j'ai mon manuel de macro à côté. Si je le sors, je suis pas mal sûr que je sais exactement où le trouver dans le manuel. Mais l'idée, c'était que toutes les firmes sont des îles et chaque île reçoit des signaux des autres îles avec qui elles font commerce. Et si moi, ce que je vois, c'est que toi, tu fais plus de commandes, mais ça veut dire que je présume que tu es plus riche, donc il y a plus de demandes pour mes affaires à moi. Donc, moi, je peux augmenter ma production, mais c'est parce que je ne suis pas capable de considérer que c'est un choc uniquement monétaire, pas un choc réel, donc que tu as de la vraie productivité supérieure. Et éventuellement, je le réalise parce que là, les autres prix vont augmenter, parce que c'est pas parce que les coûts d'une autre personne ont diminué, etc. Et donc, là, pendant un moment, je vais faire une augmentation de la production. Mais éventuellement, les signaux vont rentrer comme il faut et je vais corriger la chose. Et c'est particulièrement fonctionnel si l'argent rentre sur genre une ou deux des îles en premier. Donc, au lieu que ce soit toutes les îles qui reçoivent de l'argent en même temps, c'est 3-4 îles qui tout seules le reçoivent. Donc, le point d'entrée de l'argent a un effet sur la neutralité de la monnaie. Puis c'était ça l'idée, puis c'était vraiment révolutionnaire. Puis c'était une manière de dire comment est-ce que la masse monétaire pourrait avoir un effet sur la croissance. Pourquoi est-ce que je compte cet exemple-là? Parce que Lucas se disait, je pense que ça, c'est la manière d'expliquer ce que Hayek disait quand il écrivait dans les années 30 sur le business cycle. Après cette idée-là, il est revenu en arrière et il dit, je ne suis pas sûr que c'est vraiment la bonne manière de penser à ça, même si je pense que il y a quelque chose d'intéressant. Il dit, je ne pense pas que c'est la meilleure manière de réfléchir à ça. Fait qu'il est revenu en arrière sur ses propres propos. Et par exemple, en 2009, pendant la récession 2007-2008, il avait appuyé Barack Obama. C'est dur d'imaginer un conservateur qui vote Barack Obama. Ouais, mais là, ça a l'air, je suis en train de lire en diagonale l'article du New York Times et là, ça dit, écoute, là, ça, c'est la preuve de la personne qui a écrit l'article. Il nous dit, en 95, peu de temps après les 8 ans sous le président Ronald Reagan et 4 sous un autre républicain, George Herbert Bush, le professeur Lucas a conclu que l'économie américaine est en excellente forme. Et ça apparemment, là, c'est la preuve que c'est un mais ça, méga c'est vrai. conservateur. Mais l'affaire, c'est que c'était vrai. C'est que la période 80 à, disons, 84, c'est horrible aux États-Unis. Il y a vraiment une grosse correction qui se fait. Mais après, la croissance économique est revenue, en fait. Je te dirais que 1985 à 2001, là, c'est une belle époque. Puis c'est associé, by the way, avec ce qu'on appelle la grande modération. C'est-à-dire que les banques centrales ont arrêté d'être très interventionnistes et c'est la période où est-ce qu'il y a eu vraiment un gros push pour que les banques centrales aient moins de discrétion et plus de règles. Donc, que ce soit un environnement plus stable. Et tu as eu une période de recrudescence de la croissance économique. Mais tu sais, Lucas était tellement juste curieux comme économiste. Et l'effet qu'il y a eu, c'est que tu peux avoir des libertariens comme moi qui trouvent que ce qu'il a écrit est incroyable. Et tu peux avoir des sociodémocrates qui pensent exactement pareil comme moi. Bob Lucas était tellement curieux, ce qui m'amène à ma deuxième anecdote sur lui, puis ça m'est conté par quelqu'un d'autre. Pendant longtemps, dans les années 60-70, Milton Friedman, qui était à Chicago comme Lucas, lui avait souvent des rencontres avec des journalistes et il répondait super clairement aux journalistes. Il était très, très tranché quand il donnait sa réponse. Et Lucas était présenté comme le nouveau Friedman à l'époque. Et Lucas qui fume. D'ailleurs, une des légendes sur Lucas, c'est qu'il allait à aucune conférence qui était plus qu'à partir des années 90, qui était plus qu'une heure et demie de Chicago, parce que c'était la quantité de temps qu'il était capable de passer sans fumer. Ça doit qu'il fumait de manière légendaire. Là, quand on dit qu'il est mort en 85, je me dis, la quantité de cigarettes que cet homme-là fumait, ça y a clairement enlevé au moins une année de vie. Là. La quantité qui est souvent présentée comme la quantité que lui fumait, c'était genre, apparemment, il fumait un pack et demi par jour.
il, Ouais. il enseignait. Hein. En fait, je suis sûr que je peux trouver une photo, mais anyways, de lui qui enseigne en fumant. Mais Lucas, lui, avait sa rencontre avec les journalistes et fumait avec eux. Fait que, les journalistes étaient un peu inconfortables, contrairement avec Friedman qui ne fumait pas. Et là, il fume. Puis là, il posait des questions. Puis là, il était comme. Peut-être la meilleure manière de le voir, c'était ça. Puis il voulait pas être tranché. Il était super. Puis les journalistes ont arrêté de faire ce qu'ils faisaient avec Friedman pendant comme 15 ans. Et ils ont juste décidé de ne plus interviewer Lucas. Parce que Lucas était un gars qui était foncièrement. Je pense qu'il était peut-être plus. Je pense qu'il était curieux et attaché ou peut-être à certaines idées du libéralisme, mais il était loin d'en être un. Je pense qu'il était. Tu ne pourrais pas le considérer quoi que ce soit. En fait, je pense pas que tu peux lui donner une étiquette parce qu'il a dit des choses qui Moi, je sont comprends. très social-démocrates et il a dit des choses qui étaient très conservateurs. Je pense que c'est une de Ouais. ces. Puis aussi, il y a une chose. Ça, les journalistes ne peuvent pas comprendre ça. Puis c'est quelque chose vers lequel moi, je me dirige à travers le temps. Tu as deux traditions en économie, puis comment tu agis avec le public. Tu as la tradition Milton Friedman, puis tu as la tradition George Stigler, puis Stigler, c'est la catégorie dans laquelle Lucas était. Puis Stigler et Friedman étaient des amis, puis à un moment donné, Stigler qui faisait 6 pieds 8, c'était un géant. Friedman qui faisait 5 pieds 1. C'est pas une joke, c'était deux Ouais, ouais. grands amis, mais il y en avait un des deux qui était petit en tabarnak. Puis à un moment donné, Stigler, il dit à Friedman, The problem with you, Milton, is that you want to change the world. I don't give a crap. I just want to study it. Ouais. Et il y a des économistes qui pensent vraiment que leur job, c'est de changer le monde. Et partie de moi veut faire ça, mais je te dirais que plus je vieillis, plus je me sens comme Stigler et Lucas, dans le sens que je suis vraiment plus curieux à l'égard de comment le monde fonctionne que je suis à Ouais. essayer de le changer, juste parce que je réalise que je n'ai pas d'influence sur le monde en soi. Juste dire des vérités, c'est plus important que, Ben, c'est que ça, j'allais d'essayer de dire. m'impliquer politiquement puis de changer les choses Ouais. ou de convaincre des policy makers de faire des choses. Je pense que c'est mieux d'être Ouais. l'explicateur de trucs profonds Ben, que de toute de. façon, si tu es bon dans un, ça va finir ça va finir par s'en aller vers l'autre dimension d'une manière ou d'une autre. Là. Tu sais, je veux dire, même si ton but, mettons, c'est pas d'influencer les gens, puis tu fais les trucs uniquement par l'idée que tu recherches la meilleure hypothèse possible ou la meilleure explication possible ou la meilleure description possible, si ça donne que ça a une influence, puis ça fait comme ce que lui, tu disais quand il a publié son papier qui a changé, son papier de 6 pages qui a changé bien des affaires. Même si ton but, c'est pas de changer des choses, de manière, ça le fait par la force des choses, par l'influence que ça a. Donc, même si tu veux pas, des fois, c'est ça. Puis même si tu veux, des fois, ça le fait pas non plus. Mais c'est drôle pareil parce que des gens qui sont toute la journée dans des trucs politiques, on dirait qu'ils en viennent à s'imaginer que ça n'existe pas des gens qui sont juste à la recherche de ce qu'ils considèrent être la meilleure option possible. Tu sais, ce monsieur-là, le Bob Lucas, là, ben, c'est fort possible que quand il faisait ses articles puis il faisait ses recherches, ben, il se disait, OK, la meilleure explication me semble être celle-là. Bon, ça donne qu'elle est conservative, liberal, appelez ça comme vous voulez. Puis un mois plus tard, il était sur autre chose et ça donne que la meilleure explication, selon lui, ben, peut être considérée comme de centre ou social-démocrate ou whatever. Mais ça, rendu là, qu'est-ce que ça change? Lui, pour lui, c'était probablement pas des paramètres pertinents pour la conversation, fait qu'il les laissait de Ah, il côté. s'en foutait. Mais pour eux, on le voit, là, les journalistes qui font ou les chroniqueurs médiatiques qui font de la politique, pour eux, c'est vraiment important de rentrer des gens dans des cases. Puis lui, c'était un quoi, là. Là, il faut le savoir. Puis certains personnages sont difficiles à cerner pour cette raison-là, un peu. Puis on en a parlé au fil des podcasts. Tu as plusieurs personnages, des fois même historiques, qui remontent assez longtemps, que tu vas avoir autant, mettons, des libertariens que des gens de gauche qui vont triper dessus. Là. Le classique étant, mettons, Henry David Thoreau. Ouais. Thoreau, il y a du monde full à droite qui l'aime, il y a du monde full à gauche aussi. Pourquoi? Parce que quand tu le lis, tu sais pas trop quoi penser.
Tu es comme, OK, mais sur certains points, il semble être vraiment genre de gauche, puis sur tel autre, c'est genre un putain de libertarien. Là. Ouais, ben écoute, là, je t'ai envoyé le lien pour qu'on montre un truc aux auditeurs qui vont avoir le vidéo, puis en fait, les gens qui vont l'avoir sur YouTube, pour résumer, tu sais, comme 30 articles de Lucas en un graphique. Mais juste pour ajouter à ce que tu dis avant de parler de ça, Lucas, par exemple, quand il a fait un truc sur la révolution industrielle, puis ça s'appelait Making Miracles, je pense, l'article. Puis ce qu'il soulignait, c'était qu'on ne réalise pas à quel point la croissance économique à 2 ou 3 par année, c'est phénoménalement important depuis 1800. Puis il Mhm. dit la grande question, ça devrait toujours être ça, puis qu'un petit peu de croissance, même un petit peu plus, c'est tellement mieux. Puis c'était son article est vraiment un des plus importants qu'il a jamais eu. Mais quand il disait comment est-ce qu'on fait pour reproduire ça, ben, il défendait, par exemple, des programmes de financement à l'éducation. Ce qui est difficilement une position de Ah conservateur, ouais. qu'il fallait étendre les grants à l'éducation supérieure. Tu sais, tu peux pas le prédire sur la base de ses articles scientifiques, qu'est-ce qu'il va croire, mais tu peux te servir de ces articles scientifiques pour faire tellement d'affaires. C'est tellement un point fondationnel. Mais là, si tu vas au premier graphique qui apparaît, il va falloir que tu tournes l'écran parce que c'est un article de quand il a gagné. C'est son Nobel Lecture. Fait qu'ils ont mis le graphique dans un drôle d'angle. Si OK, tu peux comme faire ça, le. ouais. Ouais, mais si tu twists Ouais, la je suis page, là, capable, ouais. Attends un c'est petit ça. peu. Ça, là, On va c'est. finir par y arriver. Ah, OK, non, t'as peu. Comme ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Ça, là, c'est comme. Tu sais, les gens quand il y avait l'Ukraine, la guerre en Ukraine, Ouais, ils ouais, disaient ouais. ah, ouais, oui, c'est atroce, puis qu'il n'y avait pas de lien avec les politiques monétaires. Lui, ce qu'il avait dit quand j'ai dit tantôt que c'était que, au net, la croissance monétaire n'a pas d'effet sur la croissance économique dans le long terme, ben, tu l'as ici en un graphique. À droite, ce que tu as, c'est la croissance économique par personne par Ouais. PIB par capita, puis l'autre, c'est la quantité de monnaie en circulation à la vitesse à laquelle elle croît. Ben, tu vois qu'il y a zéro relation. Tu mets la ligne dans travers ces données-là, il n'y a aucun lien. Par contre, si tu veux voir le lien entre la croissance de la masse monétaire et l'inflation, ben là, il y a un lien très, très fort. Il dit tout ce que ça change dans le long terme, la quantité de monnaie, c'est la quantité, c'est l'inflation que tu vas avoir. Puis Ouais, c'est c'est pour ça. ça que, mais lui, ce qu'il avait dit, c'était, il avait comme développé plusieurs aspects de pourquoi dans le long terme, tout ce que tu te retrouves, c'est avec de l'inflation et pas de bénéfices tant que ça dans le court terme. Mhm. C'était ça. Mais une des raisons que les gens de gauche n'aiment pas ça, c'est parce que, puis je pense qu'ici, c'est plus attendu plus sur leur désir à eux que sur ce qui est probablement vrai. C'est parce que ça enlève beaucoup de prétention, d'habilité de faire quelque chose à propos de l'économie. Parce que si tu acceptes la position de Lucas, tu n'es pas capable, tu ne peux pas prédire comment est-ce que les gens vont s'ajuster. Exactement. Tu sais qu'ils vont reparamétriser les choses, mais tu peux pas. Ça enlève du pouvoir aux politiciens. C'est-à-dire que le politicien n'est pas capable d'avoir le pouvoir de changer la Ben, course des choses et que c'est mieux de se commettre à des règles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses de long terme que tu peux faire pour améliorer le réel, mais tu ne peux pas juste essayer de jouer avec des boutons à court terme pour mais changer les choses. est-ce que ça vient s'appliquer aussi? Parce qu'on dit politicien, mais ça pourrait être ce que moi j'appellerais des parapoliticiens, comme quand on parle de parapublic ou ce genre de trucs-là. C'est comme le gouverneur de la Banque centrale avec son forward guidance, ces trucs-là. Là. Moi, C'est je de pense que ça en dire, enlève beaucoup. ben parce que c'est un peu la même chose. Là, eux pensent qu'en faisant des statements, en annonçant des choses, là, les gens modifient leur comportement, éventuellement dans le sens que eux veulent. Et après, on arrive à des résultats X, Y. Mais toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que Lucas, ce qui montre, c'est que, dans le fond, ça, c'est encore l'histoire de la chimère un peu de l'État planificateur d'une certaine manière. Parce que, c'est le politburo qui se dit, bon, OK, là, si on fait ça, il va arriver telle affaire. Mais peu importe, on le dit souvent, mais peu importe l'intelligence des gens que vous avez, leur niveau de formation, etc., c'est impossible de prédire les milliards de transactions qu'il y a sur le marché, les milliards d'interactions qu'il y a entre les êtres humains et comment les comportements se modifient en fonction d'un règlement. On reprenait l'exemple classique à un moment donné là,
de l'impôt sur les fenêtres qu'il y avait eu en Grande-Bretagne. Vous imaginez que quand ils ont fait ça à l'époque, ils ne s'imaginaient pas que les gens allaient bricoler leurs fenêtres là, pour éviter parce que s'ils avaient pensé à ça, ils ne l'auraient jamais fait. Là. Donc, ça peut paraître un peu ridicule parce que là, a fortiori, tu te dis, a posteriori, tu te dis, ben voyons, c'était prévisible que les gens allaient faire ça. Mais à l'époque, ils ne pensaient pas comme ça. Ils étaient comme, ben non, mais les gens qui ont des grosses maisons avec beaucoup de fenêtres ont beaucoup d'argent, donc vont payer plus d'impôts. Puis là, ben, tu te ramasses 300 ans plus tard avec les fenêtres bricolées un peu partout dans la ville. Puis tu te dis, ben, les gens ont adopté leur comportement. Tu as voulu faire une politique stupide Yep. qui se contournait facilement avec un peu de mortier puis quelques briques. Ben, les gens l'ont contourné. Ah oui, ben c'est un bon résumé, c'est que les gens sont vraiment. En fait, il y a souvent la question quand il s'est posé à Nobel, tu leur poses souvent des questions sur comment tu résumes ta recherche. Puis souvent, tu as toujours une joke qui est faite par un économiste parce qu'au final, ça fait 30 ans, 30, 40 ans que tu travailles là-dessus. Tu as probablement une phrase qui résume exactement ce que tu essayes de dire. Puis là, les gens sont comme, mais comment ça se fait que tu as gagné un Nobel grâce à ça? Parce qu'on le dit. Ah non, c'est parce que je l'ai étudié en détail, puis j'ai creusé toutes les facettes de cette phrase-là. Genre, quand James Buchanan, le gars de Public Choice, a gagné, il disait, sa phrase, c'était « Tu mets pas le renard en charge du poulailler. » qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais Lucas, c'était la phrase qui résume Lucas, c'est « You can fool some of the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. » Puis il n'y a personne qui trouve que c'est controversé comme affirmation. Mais au final, ce qu'il a fait, c'est qu'il a comme approfondi en anglais, c'est idiom, mais je ne sais pas c'est quoi en français. Comment on J'oublie tout le traduirait ça? temps. Ça, c'est c'est pas une analogie, mais anyway, c'est une expression. C'est des expressions simplifiées de vérités très profondes qu'eux ont approfondies, justement. En français, apparemment que ça se dirait aussi, mais la meilleure traduction, c'est expression idiomatique. OK, je vais juste y aller avec expression. Oui, Ouais, l'expression, c'est ça, mais tu as ouais, souvent des affaires comme ça. Ce que Lucas en est venu à dire, c'est que tu peux pas systématiquement tromper les gens avec des trucs qui sont que des trucs nominaux. Parce que quand tu fais de la politique fiscale pour stimuler l'économie à court terme, de la politique monétaire pour stimuler l'économie à court terme, tu ne changes pas la productivité fondamentale de l'économie. Ah non, c'est ça, c'est Puis artificiel. c'est artificiel, tu ne changes rien avec ça. Tu peux peut-être jouer un peu sur le court terme si la politique est inattendue, mais si les gens s'y attendent puis tu l'annonces, en fait, surtout si, il y a un exemple que moi j'ai étudié en histoire économique, quand les Français ont imprimé la monnaie de carte en Nouvelle-France, ils ont dit que euh, euh, qu'ils allaient retirer la monnaie de carte de la circulation, mais que si tu en détenais, après une certaine date, ça ne valait plus rien. Ben, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont, au lieu d'utiliser les autres monnaies, ils ont utilisé uniquement la monnaie de carte. La monnaie de carte a circulé pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'elle soit complètement disparue. Les prix ont doublé. La minute que la dernière monnaie de carte est sortie, les prix sont redescendus à des niveaux des niveaux qui étaient 3 fois plus bas que ce qui était avant. Dans d'autres colonies, comme par exemple en Nouvelle-Angleterre, ils ont dit on va injecter temporairement de l'argent. L'effet d'injecter temporairement de l'argent, c'est qu'il n'y en a eu aucun. Parce que tu savais Ouais. que l'année prochaine, tu avais cette nouvelle injection-là, mais elle serait retirée éventuellement. Donc, tu n'as aucun effet permanent. Donc, il n'y a pas eu d'effet de stimulation. Si tu dis, si tu annonces ce que tu fais, les gens vont juste s'ajuster leur comportement dans l'année prochaine ou sur 3 ans. Et au final, tu vas avoir aucun changement Ben, dans, c'est ça. dans le long. Tu n'auras aucun changement appréciable. Il faut vraiment que tu fasses une surprise aux gens un peu pour avoir un effet. Puis, ça ne veut pas dire que la politique monétaire, la politique fiscale ne peut pas avoir d'effet, mais remarque ce que ça veut dire. Puis ça, c'est peut-être là que moi, là, je deviens un peu idéologique. C'est que ça veut dire que tu dois donner à l'État un pouvoir de discrétion si important qu'ils ont le droit de ne pas annoncer aux gens ce qu'ils vont faire. Ouais. Il y a quand même, dans ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'antidémocratique, Oh, il y a quelque d'antilibéral. chose. Ouais. Ça ne veut pas dire que je pourrais avoir tort, que peut-être c'est même mieux.
en termes de résultats dans le long terme, si tu réussis à tromper les gens, mais il y a quelque chose là-dedans là, que normativement, je pense que c'est nocif. Je Ben pense que là, positivement, juste en termes d'évaluation, c'est pas une bonne idée parce que celui qui décide de ne pas annoncer quelque chose, il a ses intérêts à lui qui rentrent dans le jeu. Donc, ça revient un peu à la phrase de tu ne mets pas le renard en charge du ben poulailler, mais oui. tu donnes à un renard un gros pouvoir de supervision sur le poulailler si tu fais ça. Donc, je ne suis pas fan de ça, mais même juste si j'avais tort, que finalement, ce n'est pas un renard que tu mets en charge du poulailler, tu n'as pas de problème de public choice, tu n'as pas de problème de government failure, tu n'as pas de problème d'alignement des incitations des décideurs publics, tu n'as aucun de ces problèmes-là. Tout ce que tu as, c'est est-ce que c'est bon ou mal? Mais je pense qu'on peut quand même faire un jugement normatif de normes de ce qu'on pense être moral. Je pense que ce n'est pas acceptable de dire qu'on va baser notre contribution à la société sur l'idée qu'on doit Ouais. tromper les gens. Puis même là, si tu leur dis, by the way, un des aspects de ça, c'est que si tu dis que tu vas toujours ne pas dire ce que tu vas faire, que tu vas toujours essayer de leur pogner par surprise, ben les gens vont juste être super conservateurs en résultat pour s'ajuster parce qu'ils ne savent pas si la bonne surprise s'en vient ou une mauvaise surprise s'en vient. Puis ils ne savent pas c'est quoi la distribution des payoffs. Fait qu'au final, ce que tu pourrais avoir, c'est que les gens sont juste se braquent et deviennent hyper averses au risque. Ben oui. Donc, tu as Puis moins de là, développement. Fait que, tu ouais, sais, puis là, l'effet à long terme, c'est que tu as une confiance qui s'érode, une confiance envers les institutions, etc. Mais tu c'est sais, pour ça que c'est mieux d'avoir des règles, même s'ils ne sont pas super, ben, des règles stables. Des règles stables, pas super, c'est mieux. C'est mieux d'avoir des super bonnes règles stables. Mais si tu as le choix entre la discrétion ou est-ce que c'est des politiciens qui décident, puis c'est leur agenda du jour qui détermine, puis une mauvaise règle qui est stable, prends la mauvaise règle qui est stable. ouais, ben c'est parce que sinon, ça revient un peu à. Si on prenait cette position-là, ça reviendrait un peu à ce que disait Trudeau à un moment donné quand il disait Ah, j'admire la Chine parce que leur dictature leur permet de faire des changements rapides sans consulter le monde. Tu sais, Ouais, ça, c'est les mêmes gens. Ça, c'est le même type de gens qui ont écrit l'article dans le New York Times, by the way. ouais, ouais. Mais moi, sérieux, j'ai pas de problème à croire que c'est peut-être vrai sur certains points. Oui, oui, si on vivait dans un régime autoritaire, s'il arrive quelque chose, c'est une catastrophe naturelle ou whatever, avoir le pouvoir absolu de prendre des décisions très fermes maintenant sans consulter personne, tu as peut-être au change un avantage par rapport à un autre système où il faut que tu passes par des mécanismes qui t'empêchent de déraper, etc. Mais justement, c'est que tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la beurrière. C'est que si tu vis dans un système démocratique, globalement, je pense que tu as beaucoup plus d'avantages que dans un régime autoritaire, mais tu ne peux pas arriver et dire ben, le petit 5%, mettons, que l'autre système a un avantage sur moi, j'aimerais l'avoir aussi. Fait que je vais essayer de merger une démocratie, mais dans laquelle j'aurais le droit, dans le fond, de jamais dire la vérité à personne pour pouvoir faire des moves qui sont plus payants. Ouais, mais là, il faut accepter qu'on vit dans. À un moment donné, il y a les règles du jeu, sont celles-là. Parfois, tu vas les trouver vraiment chiantes parce que ça va t'empêcher de faire des trucs que tu penses qui sont nécessaires. Mais je pense que sur le long terme et globalement, c'est beaucoup mieux comme ça parce que ça empêche des dérives, puis ça empêche que des gens qui, eux, vont faire des trucs qui sont vraiment pas souhaitables, ben, aient du sable dans l'engrenage. Oui. En fait, pendant que tu parles, je cherche s'il y a quelqu'un qui a testé le- l'argument de monetary rules, donc des règles monétaires, des règles stables et la croissance économique. Et je ne suis pas capable de trouver d'article, ça me surprend un peu, mais l'exemple classique qui me vient en tête, c'est celui de l'époque du Gold Standard. L'époque du Gold Standard, près de Première Guerre mondiale, parce que dans l'entre-guerre, c'était ce qu'on appelle, c'était pas le Gold Standard, c'était le Gold Exchange Standard, Ouais, ouais. qui avait des caractéristiques que honnêtement, c'est pas une partie que j'étudie beaucoup. Alors, je me souviens plus exactement les détails mineurs, mais les gens sont d'accord que c'était pas un étalon or. L'étalon or, c'était pas nécessairement bon parce qu'il y avait un paquet de problèmes qui étaient liés à la quantité d'or qui était minée dans le monde, les coûts de faire Ouais, ouais. le minage, les coûts de transformer, les chocs inattendus. Donc, tu avais des problèmes un peu qui venaient avec ça, mais c'était une règle. Et ça attachait les mains des politiciens très, très efficacement. Et la période du Gold Standard, c'était quand même une période dans laquelle l'économie avait une croissance vraiment importante. Là. Les gens sous-estiment
les gains de bien-être qu'il y a eu entre, disons, 1870 et 1914. C'est la période, les gens vont dire, ouais, mais le taux de croissance moyen n'était pas si bon que ça. Oui, il était vraiment bon parce que, on sous-estime beaucoup, mais même si j'ai tort, c'était quand même une croissance dans une époque avec des technologies de l'information qui étaient Ben oui, vraiment ben oui. inférieures à celles d'aujourd'hui, donc c'était plus difficile d'ajuster les marchés. Et là, ce que tu as, c'était des règles qui faisaient en sorte que les gouvernements s'attachaient les mains, taxaient peu, parce que c'est un des effets du gold standard, mais aussi ne pouvaient pas décider de financer, tu sais, puis il faut se souvenir qu'en 1870, par exemple, tu avais des pays avec des dettes assez considérables. Les États-Unis ont eu la guerre civile, ils avaient une dette considérable. Ils auraient pu juste essayer de inflate away the debt. La France avait des dettes incroyables suite à la guerre franco-prussienne. La Grande-Bretagne avait encore le hangover, c'est pas une joke, les gens oublient ça, mais la Grande-Bretagne avait encore le hangover de la dette publique qu'elle avait eu des guerres napoléoniennes. Parce que quand ils ont fini par euh, euh, défaire les Français, la dette de la Grande-Bretagne en pourcentage du PIB était de 200%. Tu ne descends pas ça à 30% Ben non, de ben non. l'économie en 10 minutes. Là, Non, 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 c'est ça. ça a été pendant 100 ans, la Grande-Bretagne s'est commis au gold standard, mais avec d'autres mécanismes aussi, pour justement éviter de faire défaut sur la dette. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était quand même assez impressionnant. Mais tu avais quand même des dettes importantes. Ils auraient pu juste les mettre de côté, mais la présence d'une règle a fait en sorte que tu n'as pas eu les problèmes qui venaient avec. Donc, je pense qu'il y a un cas très fort pour dire que les règles sont supérieures à la discrétion. Si tu veux regarder les Ouais. résultats sur le bien-être humain, oublie la question de moralité que toi puis moi, on discute. Les règles comptent pour beaucoup plus et ont des effets beaucoup plus bénéfiques. Je pense que c'est assez confortable de ça. Quelles règles exactement? Là, ça devient plus difficile, mais largement défini l'idée de règles versus la discrétion. Donc, on dit aux banques centrales, ah, je te laisse décider qu'est-ce que tu veux faire, puis je peux mettre de la pression politique sur toi. Non. Non, 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 non. Ça, c'est la chose qu'on devrait mettre de côté. Maintenant, la question, c'est quelles règles, comment, qui fait Ben, les règles. c'est comme le cas C'est de la mieux route, ça. mettons, là. Si tu prends un exemple simple, mettons le cas de la route, là. Ben oui, ça vous arrive tous d'arriver à des endroits et vous dites, bon, mais pourquoi il y a une lumière ici? Tu sais, c'est inutile. Mais c'est mieux que la lumière inutile soit là, maintenant et pour toujours, que à chaque fois que vous arriviez, la lumière soit à un endroit différent. Parce que là, vous allez finir par l'ignorer, puis mais ça va causer des accidents, parce qu'à chaque fois, tu ne sais pas trop comment anticiper, alors que là, de la prévisibilité fait que tu sais exactement où tu dois t'arrêter à chaque fois que tu passes à cet endroit-là précis. Tu sais. Je pense que puis ça ne veut pas dire que c'est justifié qu'elle soit là, mais c'est justifié qu'elle ne change pas de place à chaque fois que tu passes. Tu sais. Yep. Parce que sinon, ça devient le chaos. Là. Oui, puis c'est ça vraiment. Puis d'ailleurs, tu peux remarquer que tu peux être tout à fait. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociodémocrates qui aimaient Lucas. Parce que tu peux, tu peux débattre de quelles règles on veut. Tout ce qu'on dit, c'est ben, c'est quoi c'est quoi la. C'est parce qu'au final, ce que tu fais, c'est que tu es en train de débattre de. Tu n'as pas besoin de changer l'objectif, mais on vient juste d'enlever une des options sur la table. Mais il y a encore Mhm. des règles que tu peux avoir. Par exemple, tu pourrais dire que euh, au-delà juste des questions monétaires, mais par exemple, tu peux avoir une discussion sur le rôle de l'État en éducation, le rôle de l'État en C'est ça. santé. Puis que tu pourrais quand même arriver, parce qu'au final, ce que lui dit, c'est que ce qui compte, c'est les facteurs réels, donc ce qui augmente la productivité, le développement économique, fondamentalement, pas les trucs, les trucs temporaires qui sont basés sur We gotta fool some people. Euh, qui sont des questions nominales. Donc, C'est nominal dans le ça. sens, c'est juste le monétaire. Mhm. Et tu peux être encore social-démocrate, tu peux être encore libertarien. Puis ce que Lucas te dit, c'est juste, ça vient juste de circonscrire la discussion à quelque chose de plus clair. Puis il y a un dernier truc, puis ça ne sera pas super important pour les auditeurs, mais c'est quand même peut-être quelque chose qu'il faut apprécier. Lucas est tellement important que parce que c'est la pédagogie qu'il avait comme professeur. Il était Mhm. un pédagogue incroyable. Ses étudiants lui étaient incroyablement loyaux. Mais aussi, le fait, c'est que la manière dont il a simplifié certaines choses, même si
il les a complexifiés de certaines manières avec l'utilisation de ce qu'on appelle l'optimisation dynamique, donc ce qui vient d'un domaine de mathématiques, Optimal Control Theory, qui est difficile à maîtriser, qui n'est pas facile. Puis qu'après ça, tu as d'autres personnes qui ont rajouté des trucs encore plus intenses, puis que c'est lourd. C'est lourd. Mais en même temps, il l'a simplifié d'une autre manière parce que maintenant, on a des phrases simples qui nous reviennent, qui nous attachent, qu'est-ce que ces trucs-là plus abstraits veulent dire. Donc, on Ouais, n'est ouais, plus ouais. juste. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'est que tu avais, dans l'époque des Keynésiens, ce que tu avais, c'est tout un truc d'outils mathématiques et tu pouvais utiliser pas mal celui que tu voulais pour avoir ce que tu veux. Et il n'y avait pas de théorie très forte derrière, il n'y avait pas de fondation Ouais, ouais. derrière pourquoi cet outil-là. Il n'y avait pas. Fait qu'au final, tu étais comme un peu libre de faire. Tu pouvais dire quel bullshit tu voulais et tu pouvais te cacher, te draper de quelque chose qui disait l'aura des mathématiques. Alors qu'avec Lucas, avec ce qu'on appelait les micro-fondations, cet outil-là est utile dans ce cas circonscrit ici. Et tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Et donc, au final, ce qui se passe, c'est que tu es capable de savoir quel outil te servir parce que la théorie te guide Ouais, ouais, ouais. sur lequel de ces modèles-là sont bons. Puis Lucas disait tous les modèles sont bons tant qu'ils sont mathématiquement cohérents. Ouais. La question, c'est est-ce qu'ils sont pertinents? Ouais, c'est ça. Puis Ouais, là, c'est exactement. ça la question. Puis c'était. Cette idée-là, c'est que ça a comme permis la discussion de manière beaucoup plus claire entre économistes. Donc, dans l'intérieur de la profession, ce qu'il a fait, c'était incroyable. Il a clarifié toutes les conversations qu'on avait. Ouais, ouais, ça a un impact Euh, méthodologique important, là. oh oui, C'est, c'est c'est- sûr que pour un journaliste du New York Times, ce qui écrit est incompréhensible parce qu'il y a une équation. Je sais que c'est dur pour eux. Ben Je non, mais sais que. déjà en partant, si ton but quand tu écris un article sur un économiste qui vient de décéder, c'est de savoir est-ce qu'il aimait George Herbert Bush ou pas, moi, rendu là, je veux dire, ça me donne une idée. C'est parce que là, ça va être quoi là, maintenant? Là, chaque fois qu'il y a un économiste ou un sociologue ou un politologue qui décède, la vraie question pertinente, ça va être de savoir, bon, lui, il aimait-tu Obama, il aimait-tu Trump, il aimait-tu mieux Jeb Bush ou bien Ted Cruz? Tu sais, là, c'est n'importe quoi. Là. Je veux dire, c'est pas pertinent pour les besoins de la conversation, puis ça aide surtout pas les gens qui connaissent pas à se faire une tête. Sur ça, ben, on va passer à l'autre sujet qu'on voulait discuter. Écoute, quand tu nous as envoyé ça dans la conversation privée, je pensais que c'était un faux profil. Non. Je me suis dit, c'est un. Après ça, je me suis dit, ça ne peut être qu'un troll. Tu sais, que du trolling, là, dans le fond, il va à pêche, puis il regarde les. Et ça semble être un vrai tweet sérieux de Jean-Marc Léger, Yep. qui nous dit ceci, parce que là, je le dis pour les gens qui sont en audio seulement, là. Nous sommes près de 8 milliards d'humains et nous atteindrons les 10 milliards peu après 2050. Doit-on diminuer le nombre d'humains sur Terre de manière paisible? C'est toute une question J'aime. c'est toute une question à se poser. Qu'en pensez-vous? Et là, il y a un screenshot avec en fait, une image de Denis Meadows, on viendra après sur qui est ce monsieur-là, qui dit il faut dépeupler la planète de 6 milliards de personnes. Et là, on nous dit, bon, Denis Meadows, professeur du MIT, scientifique au MIT, accessoirement membre du Forum économique mondial, etc. Ça a presque de l'air, en plus d'un. Ça qui est fou, c'est que ça a l'air d'une image que je me serais attendu de voir sur un truc genre de complot. Là. Mais c'est lui qui reprend ça de même. Euh, Écoutez, Denis Meadows, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, dans les années 70, il y a le MIT, il y avait un think tank qui tournait autour du MIT qui s'appelait le Club of Rome, le Club de Rome en français. Et eux, en 72, il y avait trois principales co-auteurs, là, Jorgen Renders, Donella Meadows et Denis Meadows. Donc, je pense que Donella, en fait, c'est sa sœur. Ils ont publié un rapport que certains appellent le rapport du Club de Rome, mais le vrai nom, c'est The Limits to Growth. Et dans lequel ils font plusieurs trucs, là, mais grosso modo, ce qu'ils disent, c'est que on ne pourra pas continuer la croissance économique, la croissance de la population, etc., parce que on va arriver, à l'époque, ce n'était pas encore les changements climatiques et tout ça, mais c'était
l'épuisement des ressources. Bon, ça suit en fait de 4 ans le fameux livre de Paul Ehrlich, The Population Bomb, mais ça s'inscrit un peu dans la même lignée. Et eux, ce qu'ils disaient, bon, tout ça a été débunké au fil du temps, là, mais eux, ce qu'ils disaient, c'est, entre autres, c'est que d'ici les années 90, il n'y aura plus de zinc, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de mercure, il y aura plus. Il avait prédit, en fait, la fin, si je ne me trompe pas, d'une trentaine de métaux et de ressources, ce qui n'est jamais arrivé, là, en passant. Et bref, à l'époque, ça avait été critiqué par Hayek, par Julian Simon, par plein de gens, en fait. Là. Mais même des économistes de gauche comme genre Bob Solow, qui était exact, ouais, super à gauche. exact. Justement, c'était un de ceux, entre autres, là, que j'avais déjà parlé dans mon livre là-dessus. Mais donc, moi, je ne comprends pas comment ça se fait que Meadows est encore quelqu'un, je pense qu'il y a 80 ans aujourd'hui, là, qui est encore quelqu'un qui est cité comme une autorité fiable là, dans tout ça. Là. Ça a été. Quel autre aussi? C'est Lombard qui a écrit beaucoup là-dessus, là, qui parlait des prévisions du Club de Rome, puis comment, tu sais, entre autres, juste pour vous donner une idée, là, dans Limits to Growth, on estimait à l'époque qu'il y avait 550 milliards de barils de pétrole. OK? Ça, c'était les réserves qu'on pensait qu'il y avait à ce moment-là. Ce qu'on sait, et eux estimaient qu'entre 1970 et 1990, on allait avoir épuisé la vaste majorité de ces réserves-là. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les ressources qu'eux estimaient qu'il y avait dans le monde, c'est ça qu'il y a en Alberta. En réalité. Là. Au fil du temps, c'est ce que. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de prédiction-là, tu peux jamais avoir raison là-dessus. Puis j'en donnais plusieurs exemples là, dans des podcasts précédents. Là. Entre autres, c'est que, comme par exemple le mercure ou d'autres métaux, eux ne pouvaient pas prédire à l'époque que ça allait arrêter d'être utilisé dans tel type de truc, qu'on allait découvrir des gisements à X, Y endroits. Donc, en fait, ils se sont gourés sur toutes les prédictions. Mais bon, ça c'est un peu pour présenter qui sont ces gens-là. Mais là, moi, ça ne me surprend pas de savoir que Denis Meadows est rendu non pas dans. Là, il n'est plus dans l'histoire des ressources parce qu'il s'est planté avec ça, mais qui est dans l'histoire qu'il faut réduire. À l'époque de Limits to Growth, on disait la population ne pourra pas croître de manière infinie. Mais là, maintenant, ils sont rendus plus loin que ça. Là. Ils sont rendus au stade de dire qu'il y a trop de monde sur la Terre. Et l'autre affaire qui me dérange là-dedans, c'est, je te laisse commenter après, là, mais c'est l'usage de mots un peu niais pour faire passer des idées complètement saugrenues. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais à chaque fois qu'on parle de trucs qui tournent autour de la décroissance, c'est toujours. On met toujours des beaux mots à coller à ça. La décroissance joyeuse, la sobriété heureuse. Là, on parle de dépopulation paisible. Je ne sais pas ce que ça veut dire, paisible. Ouais. Moi, je vois pas grand-chose de paisible là-dedans. Là. En tout cas, je suis pas allé voir exactement le contexte de la déclaration puis tout, mais le fait que Jean-Marc Léger reprenne ça en disant qu'en pensez-vous? Ben, qu'en pensez-vous? Tu me demandes-tu vraiment de me positionner sur le fait qu'il faudrait enlever 6 milliards de personnes sur la Terre? Ou juste le fait de se poser ce genre de questions-là, ça dénote quelque chose d'assez étrange sur la personnalité ou en tout cas les a priori idéologiques des gens. Là. Écoute, je te cacherai pas que ça me fait honnêtement peur, ces genres de discours-là. Tout simplement parce que oublie juste les faits. Ça vient avec l'idée que, OK, on vient de choisir qu'il y a des gens qui ne devraient pas être là. C'est quand même ça que tu viens d'admettre. Là. Tu viens de faire cette prémisse-là qu'il y a trop de gens. Comment tu fais pour savoir ça? Ils vont dire, ben là, on regarde des indicateurs environnementaux, mais ils choisissent tout le temps un ou deux indicateurs. On va donner un exemple. Dans les années, puis d'ailleurs, ils vont toujours changer. Ça, c'est la chose qui me tape le plus, c'est nerfs. C'est comment est-ce qu'ils vont changer souvent les goalposts. Ouais. Fait qu'ils vont changer la cible. Dans les années 60-70, tu avais une grosse discussion sur l'épuisement des océans. Ouais. Que il n'y aurait plus de poissons dans les océans parce qu'on allait tous les tuer. Et à un certain degré, il y avait vraiment un problème à l'époque.
Mais tu regardes dans les pays, les endroits maintenant, les poissonneries qui sont dans les endroits les plus riches sur Terre, il y a moins de pêche. Et il y a plus d'aquaculture, qui est immensément plus productive. Et donc, la quantité totale de poissons consommés sur Terre per capita est plus élevée maintenant que par le passé, tout simplement parce que maintenant, on fait de l'aquaculture au lieu d'utiliser les océans. Et tu as des endroits sur Terre, pas tous, mais dans lesquels tu as une recrudescence des populations halieutiques. Donc, tu as quand même une sorte de bénéfice qui a l'air d'apparaître. Et maintenant que ce problème-là, c'est réglé, on va se déplacer vers un autre indicateur environnemental. On va en dire un autre qui est maintenant mauvais. La preuve qu'il y a trop de gens sur Terre ou qu'on est trop riche et qu'on consomme trop. Puis je suis comme, non, chaque fois qu'on trouve des solutions, vous changez le goalpost. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes environnementaux. Ça ne veut pas dire, ça serait stupide de dire que beaucoup plus de monde ne crée pas des problèmes, mais c'est parce que la prémisse, c'est que plus de monde ne veut pas dire plus de solutions. Ben, c'est ça. Puis après ça, si tout ce que tu fais, c'est changer de problème en problème, ben au final, tu n'es pas en train de souligner comment est-ce que plus de population aussi, plus de croissance et plus de population riche peut régler beaucoup plus de problèmes que ce qu'on réalise. Mais tu sais, comment quelqu'un qui est arrivé, là, OK, c'est pas des jokes, là, de ces gens-là qui sont arrivés, tous ceux qui tournaient autour du Club de Rome. Et ça, là, cette référence-là, elle est encore citée aujourd'hui dans tout. Si vous lisez n'importe qui écrit des trucs pro-décroissance ou Deep Ecology et autres, là, le Club de Rome, c'est une de leurs principales références intellectuelles. Yep. Et le Club de Rome a prédit que dans les prochaines décennies, en 1972, les prochaines décennies, on s'entend que c'est quoi? 1980, 1990, peut-être début 2000. Ils avaient prédit la fin du gaz naturel, de l'argent, de l'étain, de l'uranium, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc, et j'en passe. Il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Moi, je ne comprends pas. Et là, si tu veux, tu pourras peut-être raconter l'histoire du pari entre Julian Simon et Paul Ehrlich, parce que je trouve que c'est quand même. Ça en dit beaucoup sur les gens qui pensent pouvoir prédire l'avenir, là. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là ont encore une autorité morale. Tu sais, à un moment donné, vous vous êtes trompé magistralement une, deux, trois fois, parce qu'en plus, le Club de Rome, ils ont republié des réactualisations de leur rapport là, plusieurs fois, là. Le dernier, je pense, c'est au début des années 2000. De mémoire, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces trucs-là, Ouais. là. Mais ils ont republié dans lequel ils disaient oh, oui, on s'est trompé, on était trop pessimiste, mais on est encore pessimiste et voici pourquoi. Et là, comme tu disais, c'est moving the goalpost. Et là, maintenant, on prédit la fin, non plus à cause de l'épuisement des ressources. Si on s'est trompé, maintenant, ça va être à cause des changements climatiques ou ça va être à cause de la perte de la biodiversité ou je ne sais pas trop quoi. Donc là, Mané, mais tu changes les paramètres de la conversation. Ah oui, puis souvent, en fait, ils ont aussi un autre truc qui. Puis ça, c'était particulièrement parlant quand John Lomborg et Julian Simon publiaient leurs trucs séparément. Simon disait que l'être humain était était l'ultime ressource parce que ses idées étaient éternelles, mais aussi étaient non rivales. C'est-à-dire que si j'apprends comment pêcher, je ne désapprends pas à une autre personne de le faire dans le processus. Donc, les idées pouvant être utilisées par tout le monde, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Ce qui revient à dire que les skills, les compétences que tu enseignes aux gens, ben, C'est plus important. c'est la même chose, là. C'est-à-dire que Ouais. tu sais, si vous apprenez à quelqu'un à fabriquer des choses, vous ne le désapprenez pas vous-même. Tu sais, Ouais, non, c'est- oui, exactement. Mais ce qui s'est passé, c'est quand eux écrivaient ça, eux, ce qu'ils disaient, c'était un point très clair. C'était que le développement économique était, dans le long terme, bénéfique pour l'environnement. Euh, et la réponse qu'ils ont eue, c'était que, ben non, ça ne peut pas s'améliorer comme ça, blablabla. Puis là, ils choisissaient des manières de comme faire dire que c'est pas ça que les données disaient, mais c'était comme, non, mais c'est pas ça que lui dit. Tu lis ce que toi, tu veux qu'il dise. Mais quand tu regardes après ça, tu sais, en détail, qu'est-ce qui se passe, tu réalises que souvent, les problèmes environnementaux sont des problèmes de développement. Le meilleur exemple, d'une manière étrange, c'est
les dommages causés par le réchauffement climatique. Donc, le réchauffement climatique augmente avec le développement économique, oui, mais les dommages, par contre, que le réchauffement climatique cause diminuent en proportion avec, avec la croissance économique. Les sociétés qui sont les moins vulnérables au changement climatique sont des sociétés qui sont plus riches. Ben, c'est ce que Largement parce disait que... Fergan là, dans une clip assez célèbre là, sur un plateau de télé français. Il disait quand tu es les Pays-Bas, c'est plus facile de gérer le niveau de l'eau que si tu es, je sais pas, au Bangladesh ou peu importe, dans un pays sous-développé. Quand tu es Israël, c'est plus facile de gérer l'accès à l'eau potable que si tu es une bourgade pauvre de Yep. l'Inde. Là. Oui, puis en plus, tu remarqueras qu'il ne dit pas que tu devrais pas avoir d'État. Hein. Il dit juste, ben, si tu es une société plus riche, l'État peut faire des choses qu'il ne pourrait pas faire dans des sociétés beaucoup plus pauvres. L'État peut, une société super pauvre ne va pas pouvoir dépenser des fortunes sur le contrôle des eaux. Donc, tu as quand même un rôle pour l'État qui est possible dans ce mécanisme. Donc, tu n'as pas besoin de te commettre là-dessus, tu es juste en train de dire que la croissance économique est un bien. Mais un autre aspect, par exemple, du réchauffement climatique, les dommages, par exemple, les trucs de biodiversité, puis ça, c'est le 2e ou 3e chapitre du GIEC, chaque fois qu'ils en parlent, ils vont dire, ben là, ils vont avoir des grosses pertes d'espèces. Puis quand tu creuses un peu derrière, tu regardes les endroits où les espèces sont présentement en danger et les endroits dans lesquels ils sont prévus d'être encore plus en danger, c'est généralement des places qui sont pauvres. Ben oui. Parce que quand tu regardes les changements de biodiversité sur les dernières décennies, les endroits dans lesquels la biodiversité s'améliore, c'est presque exclusivement dans des pays riches. Dans les pays pauvres, c'est vrai qu'il y a des dommages. Mais le point de des Lombard, de des Simon, c'était que la croissance économique, le développement économique et des bonnes institutions, donc pas juste de l'URSS compte pas. OK? Non, non, c'est ça. Tu. Juste On pour va le dire, exclure comme ça puis Cuba pour les libres. on va mettre Ouais. démocratie libérale largement définie. Tu peux avoir la Suède, puis genre Hong Kong, pré, que les Britanniques aient trahi Ouais, c'est ça. les Hong Kong. Je veux juste dire que j'ai encore sur le cœur celui-là. Mais tu prends ces deux-là ensemble, tu prends ces institutions-là, ben, l'effet des institutions, c'est qu'ils avancent le développement économique. Le développement économique facilite la préservation de l'environnement, mais aussi les institutions facilitent des gens de devenir des entrepreneurs environnementaux, de trouver des solutions qui, au final, améliorent la qualité de l'environnement. Donc, si tu dis c'est quoi les dommages du réchauffement climatique, ben, je te dirais que une grande partie des dommages du réchauffement climatique viennent du sous-développement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas globalement, mais quand on regarde le pire scénario, by the way, qui est présenté par les simulations économiques, c'est qu'on est 7 ou 8 moins riche en 2100 qu'on le serait si on ne faisait rien. OK. Ouais, c'est ça. Je suis supposé Je de voudrais. capoter, moi, là, tu sais. Je veux dire, c'est. OK, mais au final, ça présume, d'ailleurs, ça ne veut pas dire, by the way, qu'il y a des projections comme ça sur le long terme, c'est dur à Ben croire. oui. Mais quand même, mettons que c'est 20 ben au final, c'est pas un truc d'extinction, ça devient juste un problème à gérer. Puis d'ailleurs, si ça devient juste un problème à gérer, peut-être c'est le temps de répondre à des environnementalistes que tu ne peux pas empêcher le nucléaire dans la conversation. Il y en a qui commencent à le Que réaliser. Hein. Je regardais ça. Il y avait un reportage l'autre fois. C'était en Europe. Je me souviens plus où. Je ne sais plus si c'était en Belgique ou en Suisse. Là. Mais tu avais un environnementaliste qui disait écoutez, il y a 5 ans, je manifestais ici pour qu'on ferme cette usine. Aujourd'hui, elle va fermer et je manifeste pour qu'elle reste ouverte. J'ai compris que c'était complètement stupide. Ben oui, parce que là, ils viennent de se rendre compte qu'il y a du energy shortage. Puis là, ils sont comme, ah, là, c'est quoi qu'on fait? Ben là, vous avez un peu partout, tu sais, comme l'Allemagne fermait ses dernières usines nucléaires. Là, ouais. puis là tu es comme, mais genre, pourquoi vous faites ça? Écoute, Qu'est-ce que vous faites? Tu sais? Je comprends écoute, pas cette logique-là. juste pour le fun, je vais t'envoyer le lien, puis on va le mettre pour les auditeurs, pour voir à quel point l'énergie nucléaire n'est pas utilisée malgré son potentiel. Là. Check la première carte, la deuxième carte, excuse-moi, qui dit Nuclear Energy Generation by Country. Et ça dit tout. C'est celle-là, OK, exactement ici, liée. là. Euh, tout ce qui est en bleu, c'est des pays dans lesquels l'énergie nucléaire est utilisée. Je ferai remarquer que dans le groupe des pays riches, donc le groupe des grands pollueurs, il y a
seulement 1, 2, 3, Ouais, c'est pas beaucoup, là. 3, 4, 5 pays qui ont de la production d'énergie nucléaire. Donc, les 5 pays dans les pays riches, c'est la Suède, la France, présentement en 2022, L'Espagne. l'Espagne, et qu'il y en a une coupe dans d'autres petits pays, mais c'est presque tout le temps, tu regardes les quantités, genre Canada, c'est Oh, ouais. 87 terawatts. Genre, je touche les Pays-Bas, c'est 4,19, Belgique, 44, Autriche, 0, Croatie, 0, Italie, maintenant, c'est Ouais, 0, puis ceux qui en Allemagne. ont, tu vois qu'il y a toute une décroissance dessus, là. Oui, puis c'est tout dans la mauvaise Non, direction. c'est tout dans la Les mauvaise seuls qui sont, direction. les seuls qui sont stables, c'est le Canada, les États-Unis. La France est en baisse La un peu, Chine en forte malheureusement. hausse. La Ouais, Russie au, aussi. mais au final, tu es en train de te dire, OK, regarde, ça, c'est le groupe des pays. Si on pouvait ajouter l'Inde à la gang, là, ça serait super. Ben ouais. Mais tu regardes les pays qui sont dans les groupes des grands pollueurs, c'est tous des pays qui ont très peu d'énergie nucléaire. Et c'est là que tu aurais les plus gros bénéfices, donc, de passer au nucléaire. Euh, Ouais, plutôt que de réouvrir des centrales au charbon comme ça se fait à certains endroits, là. oui, puis je m'excuse, mais l'affaire du solaire, là, puis de l'éolien, c'est des systèmes qui sont pas, puis ça fait 5000 fois là, qu'on le dit, they are not scalable. Ouais, c'est de Tu l'énergie peux pas les mettre, intermittente. tu peux pas les mettre à grande échelle. Ça peut fonctionner à petite échelle. Puis tu devrais pas l'interdire, tu devrais le déréglementer. Tu devrais laisser, peut-être que j'ai tort. Le marché a plus de chances de trouver une solution qu'un fonctionnaire sur comment faire des nouveaux systèmes d'organisation de la production d'électricité et de la distribution, by the way. Mais je peux te garantir que ça n'a pas la fraction du pouvoir que le nucléaire a. Puis malheureusement, je te dirais qu'à cause de ce qui s'est passé avec Tchernobyl, tu n'auras jamais un, un gros engouement pour l'énergie nucléaire, à moins que ce soit un truc crash course à dernière minute. Et Mais le pire, aussi, je c'est que pense qu'on est dans une malheureusement situation où euh, le nucléaire étant tellement hostile, étant tellement une hostilité dans le grand public que tu vas toujours avoir un niveau d'implication de l'État qui va être hyper élevé, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Je ne suis pas anti-réglementation. Je veux dire, je l'ai toujours dit que je suis prêt à faire des nuances selon cas par cas. Puis là, ici, étant donné que les déchets du nucléaire sont assez problématiques à gérer, il y a un rôle très clair pour l'État, je pense, dans ce dossier-là. Mais à cause que l'État va s'immiscer, je pense qu'il va aussi avoir l'effet que tu vas avoir une aversion politique à faire ça. Et donc que tu vas avoir des changements de règles, des changements de comportement ouais. politique, puis que là, des investissements vont être retenus en arrière et que tu n'auras jamais la solution la plus facile nous est bloquée et toutes les autres solutions sont immensément plus coûteuses que le pire scénario que tu aurais avec le nucléaire. Mais ça, c'est parce que politiquement, je suis juste irrité de la situation que le nucléaire est si attaqué que ça. Là. Ouais, puis en grande partie, là, puis je le sais parce que c'est comme ça que je pensais avant aussi, là, puis je m'en rends compte, là, si tu fais des sondages, là, les gens sont très mal informés là-dessus. D'un, leur cadre, leur set de paramètres avec lesquels ils réfléchissent à ça, c'est ceux qu'on avait dans les années 90. Là. Genre que les déchets sont un enjeu insurmontable. Ça, c'est plus vrai. Là. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Là. Les nouvelles technologies nucléaires font que les enjeux, c'est plus comme les déchets nucléaires que les Russes allaient domper au large de la Somalie. Là. On est plus là. Là. On est plus du tout là. Et ils s'imaginent. D'ailleurs, c'est drôle que tu dis les Russes au sommet. C'est toujours des Comment régimes c'est- dictatoriaux de merde qui font des affaires de même. Puis après ça, étrangement, c'est des gens comme toi puis moi qui sont dans le groupe de démocratie libérale et de l'entreprise privée qui se font dire ben, c'est la preuve que le marché, ça ne fonctionne pas. Je vois pas le marché dans l'URSS. Je m'excuse, je vois pas comment ça prouve mon point tard Non, que non, c'est ça. l'URSS ait fait ça. Je veux dire, de Puis, casser. tu sais, l'autre affaire là-dedans, c'est qu'on s'imagine encore les usines nucléaires comme dans les Simpsons, là. Le truc avec l'usine avec les deux gros tubes blancs là, en plein milieu de la ville qui émet on ne sait pas trop quoi. Là. Mais tu sais, aujourd'hui, là, les nouvelles technologies par rapport à ça, là, puis j'étais content de voir qu'apparemment qu'en Ontario, ils en auraient ou ils vont en avoir. Là. Ben, ce qu'on voit beaucoup, c'est ça. Là. C'est les micro-réacteurs. Là.
Donc, dans le fond, tu n'as pas de grosse usine. Vous voyez un peu la grosseur que ça a. Là. Ça arrive dans une vanne. Là. C'est à peu près gros comme ça. Puis ça peut produire entre 1 et 20 mégawatts d'énergie. Donc, c'est pas des grosses centrales qui vont illuminer là, une ville de la grosseur de New York. C'est vraiment plus une idée locale de genre, tu arrives dans un parc industriel, il y a 2, 3 réacteurs comme ça qui allument le parc au complet. Puis ce parc-là est plus dans le réseau électrique global. Là. Puis il y a plusieurs endroits là, où cette technologie-là est déployée. Là. Ça, c'est pas. Il y a pas de réacteur qui va exploser. Il n'y a pas de. On se visualise vraiment l'usine de Tchernobyl, là, désuète avec le monde avec des casques blancs sur la tête, puis le truc qui explose par négligence. On a vraiment été, je sais pas, le- la majorité des gens, on dirait, ont été comme traumatisés par ça et par ce qu'on a raconté sur ça, et on ne peut pas s'imaginer le nucléaire autrement que. Même moi, je me souviens dans le temps de Gentilly, là, quand il y a le camp de Pauline Marois, puis ils ont annoncé qu'ils le fermaient. Moi, je suis jamais allé à Gentilly, je sais pas à quoi ça ressemble, mais on dirait que dans ma tête, je me le figurais comme ça. Là. Dans ma tête, c'était Comme le genre. truc des Ouais, Simpsons. c'était comme le truc des Simpsons ou comme Tchernobyl. Là. Je me disais, bon, ben, c'est une bonne affaire qu'ils le ferment avant que ça explose. Tu sais. Je me souviens à l'époque de m'être passé des réflexions de même, là, parce que je connaissais pas ça. Puis parce que ça me paraissait une technologie, une énergie du passé tout ça, mais dans un monde où c'est devenu une fixation de parler de ça matin, midi, soir, puis que l'énergie devient un enjeu, je comprends pas comment on peut se passer de cette technologie-là. Ah, Je sais que c'est l'Angleterre a l'air de. Les Britanniques ont l'air de vouloir aller dans ce sens-là. Il avait annoncé, là, le nouveau premier ministre avait annoncé il allait rouvrir une partie du R&D dans la filière nucléaire puis tout ça. Là. Donc, il y a des petits pas dans la bonne direction, mais on dirait qu'il faut toujours que les gens soient acculés au pied du mur. Là. C'est genre, ah ouais, là, on n'a plus le gaz des Russes, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben là, peut-être ça serait le temps qu'on réfléchisse à autre chose. Tu sais. Ça aurait peut-être été le temps d'y penser avant aussi. Là. juste pour. Puis après ça, on peut passer au Patreon. Ce que tu dis, là, puis pendant que tu parlais, j'ai fait OK, on va checker quelque chose. J'ai checké la contribution des. J'ai écrit Global Renewables, donc les énergies renouvelables. Puis, OK, à quelle proportion ils ont un effet? Puis voici le titre de l'article. Global renewables are growing, but are only managing to offset the decline in nuclear production. Ouais, Fait qu'au fait qu'au final, final, il n'y a aucun gain net. Là. oui, puis en fait, j'ai envie d'écrire juste pour voir GHG per kilowatt hour nuclear solar wind. J'ai un feeling que, OK, la quantité. Écoute, si, tu vas triper. On a augmenté les. Si ça c'est vrai, on a augmenté les émissions polluantes avec, avec les énergies renouvelables. Parce que quand tu fais ça, j'ai écrit ici niveau d'estimation du CO2 par kilowatt-heure par source d'énergie. Naturellement, au top, tu as les charbons, tu as les clean coal qui arrivent un petit peu plus bas, là, ceux qui sont dans le graphique autour de 156. Mais si tu regardes C'est en quand bas, même beaucoup plus efficace là, que ça. Apparemment que c'est des technologies, entre autres, qui sont utilisées en Chine là, parce que. ouais, les nouveaux charbons, je ne suis pas chimiste, donc je veux faire attention à ce que je dis sur les nouveaux charbons, mais ce que j'ai compris, en fait, je me souviens même plus. Quelqu'un me l'avait expliqué dans le temps. Mais c'est des nouveaux types de charbon, de comment. Ben, c'est genre un huitième. Clean coal. Ben, c'est ça. C'est ça. Ils appellent ça clean coal. Ouais. Fait que, déjà là, il y a une innovation dans les énergies fossiles. Mais regarde vers le bas. Le dernier en bas, c'est le nucléaire à 12, je ne sais pas, 1000. Parce que là, il met le 2 equivalent. Donc, je pense que c'est des émissions équivalentes. Ouais, ouais. Mais je ne sais pas c'est quoi le G devant. Je pense que c'est peut-être pour 1000. En tout cas, pas Ouais. important. Le, Bref, le, le plus moins scale que le vent. pollue moins que le vent. Je ne sais pas c'est quoi CSP. J'aimerais ça. Si c'est solaire, je suis vraiment content. Mais au final, Ouais, ça doit être ça, genre l'énergie. solar panel. Ben, c'est ça, je me dis. Mais le nucléaire, OK, pollue moins que peut-être
que le. Parce que tu sais, il est écrit estimated, donc je vais prendre ça avec une dose de prudence. Mais si c'est vrai, ça veut dire que le shift d'enlever le nucléaire pour de l'énergie, pas par beaucoup, mais pour de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire, tu as empiré les choses. Tu as empiré les choses. Je veux dire, au final, tu n'as pas amélioré, tu as remplacé l'énergie qui produisait le moins de CO2 pour une énergie qui est plus coûteuse économiquement, qui génère beaucoup plus, qui génère plus de gaz à effet de serre. Attends que j'en ai trouvé un autre graphique en même temps. Ouais, puis en C'est plus, parfait. l'éolien et le solaire, c'est de l'intermittent. Donc, tu peux pas. Oui, c'est ça. Puis je mentionne même pas tous les autres problèmes. Ça accomplit même pas ton objectif de base. Parce que ici, je te le montre, le deuxième graphique, solaire, 27. Je suis vraiment sûr que j'ai ces 1000. Mais 27 unités par kilowattheure. Le nucléaire à 12. L'éolien est entre 12 et 11. Donc, l'éolien peut-être est bénéfique, réduit en termes de GES, mais le solaire produit 2,3 fois plus Ouais. En tout cas, de c'est des gaz à chiffres effet de qui serre. ressemblent à l'autre. Donc, on présume que. Tu sais, je veux dire, fine, le solaire pollue moins que, voyons, que le. Ouais, que Voyons. le charbon, puis que le Que le gaz. Puis tout charbon, ça. puis le gaz, effectivement. Mais, ce que toi, tu proposes de remplacer le nucléaire par, c'est contre-productif. Donc, au final, le shift vers de s'éloigner du nucléaire a probablement empiré au net le problème du réchauffement climatique. Fait que j'avais jamais pensé à regarder ça, mais je veux juste faire un slow clap à tous mes amis écologistes en France qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, puis qui se donnent des petites tapes dans le dos. Ils disent, nous, on est contre le nucléaire, puis on est pour l'environnement. Je veux juste vous donner vraiment un slow clap de vous êtes une belle gang de caves. Je veux juste le dire très catégoriquement. Ouais, Useful idiots. Bravo. Useful idiots. Bravo.